Bonjour, nous sommes le vendredi 4 juillet 2014 et vous savez peut-être, mais le 4 juillet, c'est la fête nationale des États-Unis et je vais donc vous parler des Américains. Voilà. Je crois que c'était hier, quelqu'un m'envoie un message en me disant si vous voulez comprendre les Américains, il faut absolument lire Noam Chomsky. Et je lui réponds, bah écoutez, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis et j'ai eu l'occasion de me faire une opinion par moi-même. J'avais déjà beaucoup réfléchi aux États-Unis précédemment. J'avais été, par exemple, dans un comité lycéen contre la guerre du Vietnam à cette époque-là, et euh, j'avais été pris au sérieux parce que l'ambassade des États-Unis à Bruxelles m'avait envoyé un gros dossier justifiant, pardon, excusez-moi, justifiant sa position. Et ça n'a pas ébranlé ma conviction, mais j'étais épaté. Qu'est-ce que j'avais? J'avais 15 ans, j'avais 16 ans. J'étais épaté que voilà, on essaie de me convaincre. On essaie de me convaincre. On ne me considère pas systématiquement comme un ennemi. Les choses ont peut-être changé grâce à l'hypersurveillance. Mais voilà, bon, j'avais été pris au dépourvu par cette réponse. Et Monsieur Chomsky, bah, si ça se trouve, il se trompe peut-être en politique autant qu'il se trompe en linguistique, donc il n'est peut-être pas tout à fait fiable sur ce plan-là non plus. Et puis il a fait, voilà, il s'est déjà trompé lourdement. Ceci dit, bon, quand vous êtes aux États-Unis et que vous faites un article par exemple, un éditorial, une tribune libre, vous parlez de la morale, vous parlez de l'éthique, vous dites qu'il vaut mieux être vertueux que vicieux, et aussitôt vous allez recevoir une, un démenti ou comment dire, a rebuttal, c'est le mot américain qui me vient, un avis opposé, vous disant que vous adoptez une position systématiquement anti-milieu des affaires. Vous adoptez une anti-business position. Voilà. Si vous parlez de morale, si vous parlez de fraude, si vous parlez de choses qui ne sont pas bien et de choses qui sont bien, à ce moment-là, c'est considéré comme une insulte au milieu des affaires. Selon la position qu'on adopte, c'est une bonne chose ou non, mais cela souligne quand même que dès qu'il est question justement de vertu, le milieu des affaires se sent attaqué, il se sent critiqué. Et aux États-Unis, il y a une réponse possible à ce moment-là. Quand on vous dit vous êtes anti-business, vous pouvez répondre à la chose suivante, non, je suis religieux. Voilà. Si vous parlez de vertu, si vous parlez de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il ne faut surtout pas dire que vous êtes athée simplement parce qu'on ne comprend pas ce que le mot veut dire, mais vous pouvez dire que c'est parce que vous êtes religieux. Et alors là, on est dans la deuxième attitude possible. On peut être en faveur du monde des affaires, ou on peut être religieux. Les deux sont légitimes. Et vous savez que dans les mouvements ultra-conservateurs américains, vous avez d'ailleurs les deux. Vous avez l'extrême droite religieuse, et vous avez l'extrême droite, je dirais, anarcho-capitaliste, ultralibérale, etc. Mais c'est une position légitime. Et on se demande pourquoi, parfois on se demande pourquoi les Américains sont aussi religieux. C'est parce que dans un sondage d'opinion, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas simplement un matérialiste primaire, si vous pensez qu'il est important qu'un comportement soit juste, eh bien vous avez la possibilité de vous classer comme étant quelqu'un de religieux. Ce qui explique pourquoi il y a tellement plus de gens religieux aux États-Unis, selon les sondages, qu'ailleurs. Parce que pour ce qui est de la pratique religieuse, il n'en reste là non plus pas grand-chose. Si je vous ai parlé de cela, pour mettre les choses un peu au clair par rapport aux États-Unis, c'est parce que des choses que j'ai dites cette semaine, j'en ai parlé dans des textes, j'en ai fait aussi une petite vidéo qui s'appelle Paul Jorion pense tout haut, c'est qu'il y a des choses qui vous ont désarçonné. Il y a l'amende BNP Paribas, il y a la découverte du fait que l'Europe, dans les négociations avec les États-Unis autour du traité transatlantique, c'est apparemment l'Europe qui adopte la position ultra libérale, plus libérale que les États-Unis.
Et il y a aussi la troisième nouvelle qui est que apparemment ben, le milieu justement des régulateurs, et en particulier aux États-Unis, semble reprendre du poil de la bête et marquer des points dans sa lutte contre le comportement du secteur bancaire, du secteur financier. Et ces trois choses vous ont conduit à m'écrire beaucoup de messages. Et le sens de ces messages, je tire comment dire, la quintessence de, je ne sais pas, une vingtaine de mails, c'est la suivante. Ne m'obligez pas, moi, lecteur, à choisir entre ma critique du milieu de la finance et mon anti-américanisme, parce que s'il fallait choisir entre les deux, je n'hésiterai pas une seconde, c'est mon anti-américanisme qui passe d'abord. Et vous avez pu voir ça dans le cas effectivement de BNP Paribas. Je suis contre les excès de la finance, mais s'il faut choisir entre cela et un anti-américanisme de principe, je n'hésiterai pas une seconde. Même chose pour quand je dis qu'il y a des points qui sont marqués par le milieu des régulateurs, de l'État, de ce qui représente l'État contre la finance. S'il faut choisir entre un principe où on dit que parfois ça va mieux, parfois ça va mal, et un principe où on considère que tout va empire par nécessité logique ou autre, je n'hésiterai pas à sacrifier le principe critique que les choses peuvent aller mieux ou aller mal, parce que moi, je suis attaché au dogme du fait que tout va plus mal nécessairement de jour en jour. Comment qualifier ce type d'attitude? Ben, il y a un mot pour ça, c'est le ressentiment. Et le ressentiment et la critique, vous voyez, c'est pas la même chose. Le ressentiment, c'est de l'ordre du dogme. Je suis pas content, c'est sûrement pas moi, c'est sûrement quelqu'un d'autre, et par conséquent, voilà, ça devient de l'ordre de l'axiome ou du postulat, et on n'aime pas que ces postulats soient remis en question. On n'aime pas qu'éventuellement l'Amérique marque des points dans la bonne direction. On n'aime pas on n'aime pas du tout le comportement de la finance, mais il faut pas, de préférence, il ne faut pas que ce soit chez moi qu'on commence par critiquer. Il vaut mieux commencer par critiquer chez les autres. Et alors là, là, moi, je vais faire un peu de morale quand même. Le point de vue du ressentiment et le point de vue de la critique peuvent coïncider parce que on peut être fâché contre des choses qui méritent effectivement qu'on les critique. Mais il y a des moments où la critique, qui doit pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre en fonction des événements, où la critique ne coïncide pas nécessairement avec le ressentiment. C'est Nietzsche essentiellement qui a parlé de ça, Kierkegaard, Max Scheler ont parlé du ressentiment. Et c'est intéressant que quand ils en parlent en allemand, ils ont utilisé le mot français pour introduire une nuance supplémentaire. Et c'est Kierkegaard, je viens de trouver ça dans Wikipédia, je ne sais pas tout, qui dit que le ressentiment essentiellement c'est le manque de caractère. Quand on est critique, dit Nietzsche, on n'a pas de temps à perdre avec le ressentiment, parce que le ressentiment, c'est souvent de l'ordre de l'apitoiement sur soi-même. Et il vaut mieux un principe général, là. Il vaut mieux s'accorder sur un principe général que c'est les autres qui ont tort si on ne veut pas passer trop de temps à réfléchir, et si on peut se tourner vers l'apitoiement sur soi-même de manière systématique. Alors c'est sur ça que je voulais attirer votre attention. Ce qu'on vend ici sur ce blog et les vidéos qui sont faites, ce qu'on vend c'est de la critique, c'est pas du ressentiment. Et quand les faits vont dans un sens où il vaut mieux, où la critique ne va pas systématiquement dans le sens où elle a été adoptée jusqu'ici, parce que pour ce qui est de critiquer les États-Unis, bien que j'ai habité 12 ans, vous savez que on trouve de la matière, dans ce que je dis et dans ce que j'écris, mais aussi, et comme je l'ai rappelé à propos justement de mon engagement lycéen contre la guerre du Vietnam, il faut reconnaître que parfois, quand il faut défendre des principes démocratiques,
eh bien, des leçons peuvent nous être données d'outre-Atlantique. Alors vous le savez, quand je dis ça, c'est avec, comment dire, avec beaucoup de précaution, parce que j'ai quand même été un des premiers ici à, euh, à parler de Wikileaks. J'étais un des premiers, peut-être même le premier en France, à écrire un livre qui s'appelle La guerre civile numérique sur l'attitude des États-Unis. Des États-Unis. Au fil des années, j'ai écrit quand même pas mal de pages pour critiquer la position des États-Unis, même si j'adopte parfois une position qui est un peu inattendue, comme de dire dans ce cas-ci c'est Chambre de commerce contre ministère de la Défense, dans ce cas-ci c'est Chambre de commerce contre Wall Street, etc. J'utilise une grille qui est un petit peu différente. Mais ça c'est parce que effectivement, d'abord c'est un pays qui m'a intéressé longtemps avant que j'y aille pour y vivre 12 ans. Et c'est un pays sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, lui et ses habitants, quand j'y ai habité. Quand j'y habitais, et j'y habitais non pas avec un statut d'étranger, j'étais étranger par rapport à mon passeport, mais je me suis engagé. J'ai participé à l'activité de ACLU quand j'étais aux États-Unis, American Civil Liberties Union, c'est-à-dire en fait un groupe de un groupe de pression lié à la vertu, lié à la vertu depuis très longtemps. Euh, j'ai été, quand on me pose la question, qu'est-ce que c'est d'avoir été étranger aux États-Unis, je rappelle cette anecdote que j'ai un jour dû faire la preuve que je n'étais pas américain quand on m'a envoyé un summon, une, une lettre me disant de me présenter à tel jour, à tel endroit pour faire partie d'un jury populaire. J'ai dû rappeler que je n'étais pas américain et on m'a répondu ben, il faut que vous en apportiez la preuve. C'est-à-dire, et ça, ce n'était pas par. Je n'avais pas essayé de devenir américain. De la même manière que je n'avais pas essayé de devenir anglais quand j'étais anglais, sauf à parler correctement la langue du pays. Mais il se trouve qu'il y a peut-être un aspect un peu caméléon, que quand je me trouve dans un pays pendant un certain temps, les gens cessent de me considérer comme un étranger. Voilà. C'est peut-être simplement des traits de caractère, c'est peut-être une certaine affabilité. Voilà. Alors j'ai voulu vous parler, voilà, vous parler un petit peu des États-Unis et j'ai voulu faire la distinction entre ressentiment et critique parce que dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes déjà et dont nous ne sommes pas prêts de sortir, il est très important de faire la distinction entre les deux. On ne peut pas avoir un comportement fondé uniquement sur des dogmes non revisables. Et, il faut analyser les faits comme ils se présentent et voilà. Sinon, on est en décalage permanent par rapport à la réalité. Voilà, à la semaine prochaine.